Les citoyens de l'Italie et de l'Autriche étaient invités à aller voter ce dimanche 4 décembre. Si les Italiens votaient pour une nouvelle réforme constitutionnelle, les Autrichiens, quant à eux, ont choisi leur nouveau président de la République. Nous reviendrons sur les résultats de chacun de ces scrutins, résultats qui, rappelons-le, préoccupent l'Europe. Autre résultat encore, celui de Richmond Park, au sud de Londres, montrant ô combien le Brexit ne voudrait pas forcément dire ce qu'il nous laisserait entendre. Les institutions européennes ont, loin d'avoir été inactives cette semaine, le budget européen a été validé par le Parlement, un meilleur soutien à la jeunesse et à la croissance en est l'objectif annoncé. Toujours au cœur des institutions, mais donnant cette fois-ci la parole aux citoyens, la Commission européenne a commandé une enquête sur les violences de genre. Les résultats sont inquiétants, nous y reviendrons au cours de notre journal. Entre l'élection de Donald Trump, les derniers propos de Erdogan ou encore l'élection de François Fillon comme candidat de la droite et du centre aux élections présidentielles françaises, les derniers soubresauts de l'actualité sont autant d'appels à l'Union pour définir sa position internationale, notamment vis-à-vis de la Russie. Nous y reviendrons à la fin de ce journal. Le point actu de l'Union européenne et de ses États membres, Marie Frella. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute pour cette première édition radio du Torillon. Et bien voilà, c'est fait, les Italiens ont voté et ont voté non au référendum constitutionnel, tant voulu par Matteo Renzi. Le chef du gouvernement a annoncé en conséquence sa démission en reconnaissant la victoire nette du non au référendum. En effet, il l'aurait remporté à près de 60%. L'Italie est donc plongée dans une phase d'incertitude politique, entraînant par ailleurs une certaine instabilité économique au niveau européen. C'est cependant le malheur des uns qui fait le bonheur des autres, puisque Beppe Grillo, leader du mouvement 5 étoiles, s'était réjoui d'une potentielle victoire du non, pouvant permettre la tenue de nouvelles élections. En bref, nous sommes donc dans l'attente de savoir ce que fera le président de la République italienne, Sergio Mattarella, entre la formation d'un gouvernement Renzi bis, la décomposition de la Chambre ou encore la nomination d'un gouvernement technique. Seul le temps nous permettra de connaître la réponse. C'est donc une défaite pour l'extrême droite à la présidentielle autrichienne. Les électeurs autrichiens ont tranché. C'est le candidat écologiste Alexander Van der Bellen qui devance nettement son rival d'extrême droite Norbert Hofer. Le nouveau président autrichien était crédité à une victoire de plus de 53% des voix. Même si les fonctions du président de la République en Autriche sont essentiellement protocolaires, l'élection de Norbert Hofer aurait constitué pour la première fois l'arrivée d'un candidat d'extrême droite à la tête d'un État de l'UE. Cette victoire surprise du candidat écologiste marque un revers net pour un camp populiste, galvanisé par le Brexit et les élections de Donald Trump. Les résultats du parti de Norbert Hofer étaient observés par de nombreux partis européens, dont le Front National de Marine Le Pen ou encore le Parti pour la Liberté aux Pays-Bas. Les partisans de ce nouveau président autrichien se réjouissent par ailleurs d'une victoire pro-européenne, saluée par de nombreux dirigeants de l'Union, soulagés de ce résultat. Depuis le référendum du 23 juin dernier sur la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, impossible de savoir ce qu'il en deviendra du Royaume-Uni dans ses relations avec Bruxelles. Si Theresa May ne cesse de répéter que Brexit means Brexit, on ne sait toujours pas ce que le Royaume-Uni souhaite vraiment. Une série d'événements nous laisse toutefois penser que les choses ne sont pas encore faites. L'élection partielle qui s'est tenue le 1er décembre 2016 dans la circonscription de Richmond Park au sud de Londres en constitue un. À la surprise générale, l'élection a été remportée par Sarah Olney, la candidate des libéraux-démocrates, le seul parti qui s'affiche ouvertement pro-UE dans le paysage politique britannique. Plus intéressant, elle l'a emporté face à Zac Goldsmith, le candidat soutenu par le Parti conservateur. Déjà défait lors de sa campagne en 2015 pour la mairie de Londres par Sadiq Khan, Zac Goldsmith, farouche partisan de la sortie du Royaume-Uni de l'Union, avait pourtant provoqué l'élection lui-même en démissionnant de son siège de député à la Chambre en raison de son opposition à la construction d'une troisième piste à Heathrow, le célèbre aéroport londonien. Sûr de l'emporter, il avait fait campagne sur cette opposition. Sauf que la campagne s'est transformée en un référendum local sur le Brexit. La candidate des libéraux-démocrates a joué sur du velours en martelant un discours pro-européen dans une circonscription largement acquise à la cause européenne. Il faut dire que la circonscription de Richmond Park est principalement habitée par des cadres de la City et des expatriés et a voté à près de 70% pour le maintien dans l'Union le 23 juin dernier,
se classant ainsi 19e circonscription la plus europhile d'Angleterre. Il est aussi bon de rappeler que la circonscription était tenue par les libéraux démocrates avant que Zac Goldsmith ne l'arrache au parti centriste. De quoi tempérer l'enthousiasme soulevé par le scrutin. Theresa May devrait cependant se méfier, la nouvelle élue ayant promis qu'elle voterait contre le déclenchement de l'article 50 lorsque le sujet sera abordé à la Chambre des communes. Si la circonscription de Richmond Park n'est pas représentative de la population britannique, il n'en reste pas moins qu'elle traduit un contre-coup au référendum du 23 juin. Si les partisans d'un Brexit dur n'ont pas changé d'avis, le pourcentage d'électeurs regrettant d'avoir voté pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union est désormais supérieur à la marge ayant donné la victoire au Brexit. Autrement dit, les négociations s'annoncent serrées. Et ce n'est pas la récente déclaration du ministre du Commerce britannique sur le maintien de la participation britannique au budget de l'UE, en échange du maintien de l'accès au marché unique, qui va clarifier la situation. Tournons-nous désormais du côté des institutions européennes. Le Parlement européen a validé le budget de l'UE pour 2017, le tout pour un montant de 157,9 milliards d'euros. Même si Martin Schulz a annoncé ne pas se présenter pour un troisième mandat à la tête du Parlement, rien n'empêche l'institution de continuer son travail. Le budget de l'UE prévoit plus de 11,3% de plus qu'en 2016 pour la gestion de la crise des migrants et des réfugiés. Les engagements pour stimuler la croissance et créer de nouveaux emplois sont par ailleurs notables, représentant une augmentation de budget de 12% par rapport à l'année précédente. Enfin, un montant de 500 millions d'euros supplémentaires sera disponible afin d'aider les jeunes à trouver un emploi, voyager et découvrir d'autres pays européens. Tout pour rendre encore plus nombreuse notre chère génération Erasmus. Et puis, toujours du côté de l'activité de l'Union, c'est la Commission européenne qui a commandé une enquête relative aux violences de genre en Europe. Les résultats sont assez inquiétants. Les propos d'Alexandra Thom. 27%, c'est le nombre d'Européens qui considèrent que certaines circonstances peuvent rendre un viol acceptable, voire justifié. Non, ce n'est pas une blague. C'est l'un des résultats d'une enquête commandée par la Commission européenne sur les violences de genre. La France est au-dessus de la moyenne européenne, avec 31% de personnes interrogées qui arrivent à trouver des circonstances atténuantes aux violeurs. On est juste au-dessus de la Pologne et de la Lituanie, comme quoi finalement on a plus de points communs avec nos voisins d'Europe de l'Est qu'on ne le pensait. C'est super. Alors du coup j'ai voulu savoir, quelles sont les circonstances qui rendent le viol acceptable ? Eh bien, dans les exemples qui ressortent de l'enquête, on trouve le fait pour la victime de porter une tenue sexy, d'avoir consommé de l'alcool sans modération, ou tout simplement d'avoir flirté avant d'oser refuser un rapport sexuel. Certains sondés évoquent même le fait de rentrer chez soi seul le soir comme circonstance pouvant être à l'origine d'un viol. Je rappelle que les violences sexuelles touchent environ 20% des femmes et 7% des hommes au cours de leur vie, et que moins de 10% des agressions font l'objet d'un dépôt de plainte. Alexandra Thomé, à Reims pour le Taurillon Radio. Le Premier ministre danois a procédé lundi 28 novembre à un remaniement ministériel après la conclusion d'un accord de coalition qui réduit le risque d'élections anticipées, bien que le gouvernement n'ait toujours pas de majorité parlementaire. Le Parti libéral danois gouverne seul depuis les élections de juin, mais ne dispose que de 34 des 179 sièges au Parlement, ce qui le laisse à la merci d'alliés de circonstance, dont les europhobes du Parti populaire danois PPD et de l'opposition. Les précisions de notre correspondant à Bruxelles. Après 17 mois sans majorité au Folketing, le Parlement danois, Lars Løkke Rasmussen, Premier ministre de centre-droit, a réussi à former une nouvelle coalition gouvernementale. Cette coalition, formée du Venstre, parti du Premier ministre, de l'Alliance libérale et du Parti populaire conservateur, demeure cependant minoritaire au Parlement, avec 53 des 159 sièges. Il faudra donc, pour le gouvernement, s'appuyer sur le parti anti-immigration de droite, le Parti populaire danois, s'il souhaite pouvoir réformer. Signe des temps, un eurosceptique affiché a été nommé ministre des Affaires étrangères d'un pays dont le soutien à l'Union européenne a baissé ces dernières années. Cependant, le Brexit et l'élection de Donald Trump ont significativement fait baisser la volonté des Danois d'organiser un référendum sur leur appartenance à l'Union européenne. Entre euroscepticisme gouvernemental et soutien populaire moins fort à un référendum sur une sortie de l'Union européenne, le Danemark semble donc lui aussi être dans l'attente d'un changement conséquent de ce qu'est aujourd'hui l'Union européenne.
De la Crimée à la Syrie, la Russie pèse de tout son poids sur la scène internationale. Les derniers résultats électoraux ayant concerné divers pays à travers le monde ont rappelé ô combien il était urgent de définir des positions vis-à-vis de la politique russe. Le Parlement européen a par ailleurs rappelé dans une de ses résolutions du mois de novembre le besoin d'établir une stratégie plus réaliste vis-à-vis de la Russie. Les précisions d'Aurélien Brouillet. La Russie, à travers une politique volontariste et militariste, pèse de tout son poids sur la scène internationale. Sans aller jusqu'à parler de guerre froide, on ne peut que constater une opposition croissante entre Russie et Europe. Et, dans cette opposition, on ne peut aussi que constater la faiblesse européenne. Incapable de réagir efficacement à l'invasion de la Crimée, impuissante sur la question ukrainienne et divisée sur les dossiers mondiaux, l'Union se contente de multiplier les sanctions économiques qui, loin d'infléchir la politique de Poutine, radicalise son approche des relations internationales. La situation n'est pas nouvelle mais semble empirer. L'élection américaine tout d'abord. Poutine n'a jamais caché la préférence qu'il portait à Donald Trump, et ce dernier, désormais président, songe à lever les sanctions qui pèsent sur la Russie. Au cœur du vieux continent, l'Allemagne vient d'accuser le Kremlin d'une cyberattaque qui viserait à créer de l'incertitude politique. En France, nul besoin d'attaque informatique, puisque le candidat de la droite et du centre et très sérieux candidat à la présidence de la République, François Fillon, parle ouvertement d'infléchir la position diplomatique de la France dans le sens d'un rapprochement avec la Russie. Cristallisant cette inquiétude face aux voisins russes, le Parlement européen vient de prendre une résolution mettant en garde contre la propagande hostile conduite par le Kremlin, notamment sur Internet. Et pourtant, l'Union semble pour l'instant incapable de réagir efficacement. Si la menace soviétique a pu grandement contribuer à la construction européenne, les défis lancés par Poutine sont, eux, accueillis dans une dangereuse apathie. Les États, divisés sur les questions stratégiques, n'arrivent pas à s'entendre. Face à un retrait annoncé des États-Unis et à des provocations toujours plus osées de la Russie, il est essentiel et urgent de construire une véritable Europe militaire et diplomatique. La balle est désormais dans le camp des chefs d'État européens. Aurélien pour le Taurillon Radio. Et enfin, pour terminer cette édition, notre point culture nous emmène au Danemark. Cette fois-ci, Borgen, une femme au pouvoir, est une série télévisée danoise. Elle expose les rouages de la démocratie danoise en mettant en scène l'exercice du pouvoir sur fond d'intrigue politicienne. Les explications de Jérémy Le Bourgeois. Envie d'en découvrir davantage sur la politique danoise, Boren ou Borgen, avec la prononciation française, est la série conçue pour cela. Librement inspirée du mandat de Helle Thorning-Schmidt, ancienne première ministre danoise, ou de Catherine Vestager, l'actuelle commissaire européenne à la concurrence, c'est selon, la série suit Birgitte Nyborg dans les rouages de l'exercice du pouvoir. Entre stratégie de maintien au pouvoir, vie familiale et intrigue personnelle, il n'y a pas de meilleur moyen pour s'imprégner de la culture politique de nos voisins danois. Voilà, c'est donc la fin de cette édition radio du Taurillon. Vous pouvez retrouver toutes nos informations en temps réel sur la page Facebook du Taurillon et d'autres informations sur le site internet des Jeunes Européens France, www.jeunes-européens.org. Merci pour votre écoute, en espérant vous retrouver très nombreux pour une prochaine édition. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.